Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to another edition of your program Polémicus on La Télévision du Monde. This day we are receiving a fighter, a freedom fighter, a political activist and an artist. His name is Mboua Massok, le combattant Mboua Massok. Bonsoir, monsieur Mboua Massok. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Comment vous allez? Très bien, merci. La dernière fois qu'on vous a eu au téléphone, la santé, il y a eu des petits bobos de santé. Oui, mais ça va déjà. Ça va? Oui. Très bien. Très bien, ça va. Vous êtes à la base artiste peintre. Oui. Je suis artiste peintre. Peintre. Je ne peins pas les tableaux, les panneaux. Oui. Je peins les tableaux, les œuvres d'art. Beaucoup de gens ne connaissent pas cet aspect de moi. Vous avez commencé avec quoi? La politique ou la peinture? La politique mélangée dans la peinture. Sinon, la peinture, c'est-à-dire que lorsque je commence à peindre, à expérimenter mes tableaux, nous sommes là vers les années 83-84. À l'époque, parler de politique était un peu compliqué dans ce pays, malgré le fait qu'on avait déjà changé de régime, en fait, de président, qui disait qu'on peut déjà parler. Mais je me suis dit, ok, comme dans l'art, je peux parler sans parler. Je peux parler sans que les gens n'interprètent de quoi il s'agit. Donc j'ai commencé à spéculer dans les options politiques, dans mes tableaux. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'étais en train d'exposer à l'hôtel Arcade, où on m'a enlevé un tableau. Le service secret a décoché un de mes tableaux. Quelle était la raison que le service secret avait avancé à cette époque? Bon, lorsqu'on m'avait interrogé, ils avaient dit que j'ai peint et puis j'ai écrit. Que pourquoi est-ce que je peins et puis j'écris? Parce que le tableau était une peinture avec un poème. Un poème. Ça parlait de cri d'alarme. Cri d'alarme, ça relevait que, bon, si les gens veulent manger, n'est-ce pas, il faut qu'on leur donne la nourriture. Sinon, ils peuvent se révolter. Ils peuvent... Et ce tableau a été retiré? Oui, ils ont retiré ça. Ils ne m'ont plus jamais remis ça. J'espère bien qu'ils ne l'ont pas gâté parce qu'un tableau, c'est quand même quelque chose d'important. Bon, on peut retirer et garder. Malheureusement, je ne suis pas sûr que la culture qu'ils avaient ou qu'ils ont jusque maintenant est une culture de protéger les œuvres. Je ne sais même pas s'ils savent ce que c'est. Donc, un jour, peut-être, je vais encore aller demander s'ils n'ont pas gardé ça quelque part, ou bien s'ils ont mis ça au ventre aux enchères. Bon, donc, ça, c'est l'unique incident que vous avez eu avec les services secrets à l'époque? Beaucoup d'incidents, puisque à un moment donné, j'avais prévu exposer à l'hôtel Aquapalace. Okay. Bon, toutes les conditions étaient remplies, le contrat était signé, mais en dernière minute, je crois que c'est toujours au service secret, l'hôtel a refusé que j'expose. Et comme moi j'avais déjà prévu exposer là-bas, je m'étais engagé à exposer néanmoins dans les parages. Et donc c'était la première fois qu'on expose en public, c'est-à-dire dehors. Bon, j'ai mis une bâche, j'ai fait un décor en face de l'hôtel Aquapalace, où j'ai exposé pendant environ 2 semaines. Et vous avez eu l'autorisation pour faire cela? Qui vous a donné l'autorisation? Le sous-préfet, le préfet? Non, c'était le préfet, je crois, à l'époque c'était le préfet. Qui vous a autorisé? Oui, puisque j'avais une autorisation d'exposer, de faire une exposition qui baladait. Mais je pose la question à savoir parce que vous accusez Aquapalace d'avoir interdit certainement cette exposition, parce que la pression venait certainement du gouvernement. Maintenant, comment est-ce que le même gouvernement vous donne l'autorisation d'exposer en face et vous interdit quand même d'exposer à Aquapalace? Il n'interdit pas. Il passe par plusieurs moyens pour empêcher qu'Aquapalace m'accueille. Donc ce n'était pas que Aquapalace a refusé de m'accueillir par lui, mais puis j'avais signé des contrats avec Aquapalace. Bon, mais je crois que ça a été dû à ce tableau qui avait été décroché une semaine auparavant. Parce que comme l'exposition était une exposition qui baladait, qui était dans la ville de Loire, il y avait l'hôtel Arcade, Aquapalace, l'hôtel des Princes à Bonabri, et puis la salle de fête d'Aqua. Donc on était à la deuxième étape qui était l'Aquapalace. Et comme l'incident était venu au niveau de l'hôtel Arcade, je crois que de bouche à l'oreille,
Aquapalace ne voulait pas qu'il avoir un problème, ou alors les services qui avaient décroché mon tableau ont dû influencer Aquapalace de ne pas me recevoir. Mais néanmoins, par une détermination vraiment forte, on a fini par exposer en face d'Aquapalace. Bon, alors, c'est une anecdote, comme à l'époque, la Cameroun Airlines organisait les festivités en fin d'année. En fin d'année, et surtout la direction technique. Bon, j'étais programmé à prester en tant qu'artiste peintre à la maison du parti, et au même moment que j'exposais à Aquapalace. Donc, je leur avais dit que moi, je ne suis pas dans les festivités, mais comme vous m'avez sollicité pour prester, je vais monter un tableau. Bon, la caméra avait mis à ma disposition des moyens pour que je monte le tableau. Je savais encore la caméra à l'époque. Bon, alors je monte le tableau, et au moment où mon temps de prester était arrivé, ils sont venus me chercher en face d'Aquapalace où je exposais. Bon, donc je suis entré là-bas, et puis j'ai exposé un tableau où j'ai monté la Cameroun, en fait, Boeing 737, 47, bon, à une température de 37, avec comme c'était un médecin qui contrôlait. Mais je disais que ça ne suffit pas, parce que si les revendications ne sont pas honorées, si les revendications ne sont pas remises, si le peuple n'est pas écouté. Oui, bon, il est possible que le problème arrive. Alors, le texte là disait que ils se révolteront, un des meilleurs moyens de pousser les hommes à la révolte, c'est de ne pas leur donner ce dont ils ont le droit. Ils se révolteront, ils ont besoin de manger, donnez-leur de la nourriture, tout simplement. Empêchez-leur refusez-leur de la nourriture, tout simplement, ils se révolteront. Ils se révolteront, c'est vrai, c'est sûr, je pense qu'ils se révolteront. Tu ne viens pas ici pour jouer au prophète, encore moins à l'envoyé de Dieu, mais je sais qu'ils se révolteront. Donc, c'était extraordinaire. La salle était pleine à craquer. Et quelle était la réaction du staff managérial de Cameroun Airlines à cet instant? En dehors du staff d'abord, c'est la salle. Oui. La salle était combien? Il y avait beaucoup d'artistes musiciens qui étaient là. Bon, on m'avait demandé de faire accompagner par un artiste musicien. J'ai dit non, mon texte est sec. Mais je vous assure que les applaudissements qu'il y a eu ce jour-là, je ne suis pas sûr qu'il y a un artiste autre qui a déjà eu ça. On applaudissait pendant que moi j'étais en train de partir, j'entendais encore les applaudissements. C'est-à-dire qu'on demandait d'arrêter, non. Parce que, et le fond du message, comme à l'époque, il y a un Kodok qui était, qui venait de partir, de Camer. Les gens ont estimé que je prestais comme ça pour me révolter contre le limogeage de Kodok. Non, c'était pas vrai. Moi, j'ai chanté. Et donc, au bout du compte, donc, le staff dont vous parliez, c'est pour ça que je voulais d'abord... le staff, après coup, s'est rebiffé. Heureusement que j'avais les documents parce que je ne me mise pas sur ce genre de cas. J'avais les documents les correspondances, où j'avais dit non, il faut me donner les moyens pour que je monte le tableau. On me répondait, ceci. Donc, le directeur technique de l'époque, qui était... Mouna, le fils à Mouna, le fils de son père, le fils à son père, s'est rebiffé. Il a fait comme si j'étais venu comme ça prester, non. Bon, donc, après cela, j'ai été arrêté. Après la prestation? Oui, j'ai été arrêté. On vous a arrêté, pourquoi? Mais on est venu fouiller à mon bureau un matin. Ça veut dire que vous avez provoqué lors de votre prestation? Moi, je n'ai pas provoqué. Moi, j'ai chanté. Oui, on a considéré que c'était de la provocation. Ils ont considéré, oui. Mais moi, j'ai chanté. Bon, alors, quand ils viennent à mon bureau, je crois qu'ils ont monté ça. Ils ont monté bien leur coup. Ils ont fait circuler les tracts de l'UPC à l'aéroport. Ils ont fait circuler ça à mon entourage, au secrétariat où je travaillais aussi. Parce qu'il y a le secrétaire, le chef de secrétaire qui avait le même secrétariat où moi aussi, je pouvais faire saisir mes textes. Bon, donc, et le texte de l'UPC qui semblait revendiquer la démocratie, tout ça. Bon, alors, quand on est venu fouiller mon bureau, parce qu'on est venu fouiller beaucoup de bureaux, mais mon bureau était visé. La police? Oui, la police. Ils ont, à un moment donné, le commissaire qui conduisait les fouilles, c'est lui qui est venu à mon bureau, parce que les autres étaient dans le bureau, c'était pour divertir, en réalité, c'était pour divertir, c'est moi qu'on venait chercher. Dans mon bureau, alors, le commissaire là trouve
dans un de mes tiroirs. Un document. Un document. Quand il trouve ça, il le dit, ah, j'ai trouvé. Il crie comme un enfant. Hein? Il me dit, monsieur Bobo, suivez-moi. Je dis, non, je ne peux pas vous suivre comme ça. Ce bureau est un bureau où on gère l'argent frais. J'avais une carte de régie d'avance. Je dis, mais vous me laissez fermer le bureau. Parce que vous ne pouvez pas me dire que monsieur Bobo, suivez-moi, alors que le bureau est un bureau où on gère l'argent. Bon, j'ai fermé dans mon bureau, bien. Je le suis. Bon. Il se trouve que au moment où je suis arrêté et je suis amené, on m'a amené au GMI pour me garder là-bas. Au Bonanjo. Bon, le commissaire spécial qui suivait ce problème me conduit, demande un matin qu'on m'amène à son bureau. On m'amène à son bureau et ils avaient donc décidé que à son bureau, avant qu'ils m'amènent à son bureau, ils étaient partis aussi fouiller ma maison. Une perquisition de chez moi. Oui. À cette perquisition, ils ont aussi trouvé quelque chose. Je vais vous faire le rapprochement entre les deux, ce qu'ils ont trouvé à mon bureau et ce qu'ils ont trouvé à la maison. À la maison, ils ont trouvé. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé à la maison? Je suis en train d'arriver. Okay. Rapidement. Parce que c'est une longue. Alors, quand on m'a repris donc après la fouille de la maison, ils m'ont repris à ma cellule pour m'amener chez le commissaire qui était au même bureau que l'immigration. Bon. Alors là-bas, le commissaire qui m'interroge, il sort d'abord le document qu'ils ont pris. Bon, il ne savait pas lequel, hein, qu'ils ont pris à la caméra, à mon bureau. Monsieur, vous reconnaissez ce document? Je prends, je dis oui. Hein, vous dites que vous reconnaissez? Je dis, mais oui, c'est moi qui ai monté ce document. Il me dit, ok. Dites-nous quels sont les gens que vous vouliez mettre dans les divers postes. Parce que dans ce document, j'ai déterminé comment je pense que le Cameroun pouvait fonctionner. À l'époque, hein, pas maintenant. Je déterminais donc combien de ministres il y avait. J'avais mis 17. Quand vous dites pas maintenant, ça veut dire que vous ne pensez plus comme ça? Non, je pense comme ça. Okay. C'est pour vous dire que c'est long. C'est-à-dire que je ne suis pas spontané. Ce n'est pas spontané. Hein. Donc, j'avais fait préparer un gouvernement de 17 ministères. Je disais qu'avec 17 ministères, le pays pouvait fonctionner. Bon, le commissaire me dit donc que sur ce document, je vois les ministères. Dites-nous, monsieur Mboua, qui est-ce que vous voulez mettre dans tel ou tel? Je dis, mais pourquoi vous posez comme ça? Il me dit, mais vous ne pouvez pas faire un document comme ça et puis vous dites que vous ne voulez pas faire un coup d'État. Hein? Je lui dis, monsieur le commissaire, vous m'étonnez. Donc, il ne vous est jamais arrivé de réfléchir au Cameroun et de dire que moi, je pense que le Cameroun peut aller comme ça, mais ça veut dire que vous êtes un citoyen anodin. Moi, j'ai réfléchi. Il me dit, ok, vous réfléchissez. Nous aussi, on réfléchit. Il sort encore donc ce qu'il a pris chez moi. Qu'est-ce qu'il a pris chez moi? Il se trouve qu'à l'époque, le fils à Kérékou, de passage ici. Ancien président béninois. Oui. De passage ici, il s'intéresse à mes tableaux qu'il a vus à l'hôtel Méridien. Et de là, il était à l'hôtel Méridien depuis peut-être une semaine. Il devait encore faire peut-être 3 ou 4 jours. Il me dit qu'il va aller habiter chez moi. Parce que mes tableaux l'ont vraiment ébloui. Le fils du président. À l'époque, à certain temps, je ne sais même pas qu'il est fils du président, il ne se présente pas. Bon, je lui dis, il n'y a pas de problème. L'hospitalité africaine, tu viens ici, tu dis que tu veux dormir chez toi, tu veux dormir à l'hôtel, ça ne m'ennuie pas. Je viens avec ma voiture, je le prends. Je l'amène chez moi à Bonakwaman. Il est avec sa mère. C'est à la maison, donc, le soir, qu'il m'explique ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire pendant ce séjour. Pendant ce séjour, il était en train de réconcilier son père et sa mère. Hein, avec l'autorisation de son père. Donc son père et sa mère s'étaient séparés. Il était donc reparti chercher sa mère pour amener chez son père. Bon, donc il a donc fait l'escale à Douala pour se reposer comme. Bon, donc il me présente donc sa mère. Il se présente. Il me dit, je suis le fils à tel. Moi-même, je suis un peu intrigué. Voilà la première dame. Oui, avec la première dame. Ils sont chez moi à Boudakam, modestement où je restais. Bon. Alors, il fait 4 jours chez moi. Avec sa mère, hein. Hospitalité, vraiment, j'ai encore la 4 jours. Oui, j'ai la possibilité de berger les gens 4 jours chez moi. J'ai eu dans une chambre. Et dans cette chambre, donc, quand ils sont venus fouiller la maison, apparemment, quand ils faisaient ses valises, un de ses passeports l'a échappé. Hein? Et les gars ont trouvé dans ce passeport dans la chambre où le gars il s'appelait Alama Kérékou. C'est une conviction. Oui. Bon, à l'époque, le Bénin est socialiste pour ne pas dire communiste. Hein? Donc vraiment le lien est fait
avec le bureau. Avec Mohamed Sock et le fils de Reko. Oui, oui. Qui prépare un coup d'État. Qui prépare, il a préparé un gouvernement. Donc, on vous a présenté ce passeport. Oui. Il me dit, vous reconnaissez ce monsieur? Il dit, il me dit, qu'est-ce que son passeport vient faire chez vous? Je dis, je ne peux pas dire que son passeport est venu faire. Je sais qu'il est hébergé. Mais ça, il dit, mais comme c'est dit, mais vraiment, ça va de soi. Donc vous avez hébergé que le fils du président Kérékou arrive ici, c'est chez vous qu'il dort? Je dis, il ne dormait pas chez moi. Il m'a rencontré dans mes œuvres, et il a estimé que mes œuvres l'intéressaient. Il a dit que je l'ai hébergé. Il dit, ah bon? Bon. Je lui dis, bon, si vous voulez, je ne réponds plus. Mais je dis que je connais ce monsieur. Si vous avez trouvé son passeport chez moi, ça se justifie. C'est que peut-être quand il faisait ses valises, un de ses passeports s'est glissé et vous avez pris. Monsieur Mbamassou, vous n'allez pas nous amener en brique. Vous comprenez? Je suis commissaire depuis longtemps. Et là, vous avez passé combien de temps en prison ou on vous a libéré après? Tu crois que long story short? Oui. Alors, ils ne m'ont pas libéré après. Parce que quand on a fini avec ça, on m'a ramené à ma cellule. Et je crois une semaine après, on a envoyé une voiture la nuit me chercher pour m'amener à la gare routière, à la gare la machine, le train, la nuit, vers 23h comme ça. On m'a mis dans la machine et le commissaire qui m'accompagnait m'a dit que on m'a donné des instructions, monsieur Mboua. Si vous faites un mauvais geste, je vous abats. Je lui dis, ne m'abattez pas avant que je n'ai fait ce mauvais geste. Ne m'abattez pas. D'ici à Yaoundé, je suis resté comme ça. Je le regardais, à un moment donné, il s'est mis à dormir. Je suis resté stoïque comme ça pour le regarder. Donc on s'est arrivé à Yaoundé. On m'a amené au commissariat 4e arrondissement. Là-bas, j'ai trouvé qu'on m'attendait. Parce qu'on m'a arrêté avec 3 personnes ou 4 personnes qui étaient aussi chacun dans ce wagon. On nous attendait là-bas. Ce matin, je trouve qu'on me dit, ah, monsieur Mbouamasso, c'est vous que vous voulez devenir président. Je ne sais pas ce qu'ils disent, parce que je ne suis pas dans la logique du président, non. Bon, ok. Bon, ils ont dormi des bancs, comme ça là, jusqu'à la cellule là-bas, à partir du commissariat ici là, et à partir de la main courante. Oui, avec la main courante. Donc les bancs. Donc, ils demandaient aux gens d'entrer sur les bancs là pour aller entrer à la cellule. C'est-à-dire tu roules comme ça. Vous rampez. Oui, les gars se ont rampé. Je ne peux pas ramper comme ça. Je n'ai pas rampé. Ils disent, ah, monsieur Mbamasso, le commissaire va venir tout à l'heure. Je dis, mais j'attends le commissaire, mais je ne rampe pas. Je peux supporter encore que vous me tiriez sur des ça vous prenez les serpents, je ne vais pas me battre. Mais me demandez Mbamasso, d'entrer ici, de ramper, je ne le ferai pas. À un moment donné, un monsieur arrive en t-shirt, je crois qu'il était presté pour il arrive en t-shirt. Il arrive en t-shirt, il était certainement faire le sport. Monsieur Mbamasso, c'est vous qui voulez devenir président et vous ne respectez pas les consignes de la police. Je dis, mais si je veux devenir président, ça veut dire que la police est sur mes responsabilités. Bon, je rigole comme ça. Il s'énerve. Il me dit, bon, vous allez entrer comme tout le monde. Je dis, non. On m'a demandé ça, si vous voulez répéter. On m'a demandé de rouler. Ça, mais je ne le ferai pas. Je vous autorise de me tirer dessus. Donc, au moins, ce travail-là, vous allez le faire avant de m'amener sous les bancs. Il sort. Il laisse des consignes qu'on m'amène en cellule tranquillement. On m'a amené en cellule. À cette occasion, de cette arrestation qui a fait environ 18 jours à Yaoundé, donc on m'a fait à Yaoundé. Sans temps, vous n'avez pas perdu votre travail? Non, je n'ai pas perdu, puisque quand je suis venu, on m'a encore pris. Bon, alors j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, qui est que le deuxième jour où je suis interrogé par le commissaire Normand, je crois qu'il est encore vivant, j'espère, il est en retraite. J'ai vu une scène qui est que on a mené devant Normand un monsieur qu'on a attaché comme une bête sauvage. On a mis un bâton. On a attaché les mains, on a attaché les pieds. On a mis un bâton ici. 2 policiers arrêtés, un là-bas derrière, un ici. Comme ça. On est venu déposer dans le bureau de Normand. Ça m'intrigue. Et j'oublie que moi-même je suis là pour une arrestation. Je dis, mais qu'est-ce qui c'est que ça, monsieur le commissaire? Il fait semblant de ne m'avoir pas écouté, il continue à faire comme ça. Je dis, mais je vous demande, pourquoi est-ce qu'on peut attacher quelqu'un comme ça? Il me dit, monsieur Mboua, ici c'est moi qui pose la question. Ici c'est moi qui pose la question. Vous voyez? Je ne sais pas ce que ce monsieur est arrivé. Et puis le commissaire me dit, mais il fait les armes, il fabrique les armes. Et moi encore de m'exclamer, je dis, mais on doit le protéger si c'est fabriquer les armes. Nous ne savons pas faire. Il y a quelqu'un qui s'est fabriqué et on le met dans ces conditions-là.
Il me dit encore, je vous ai dit que ici c'est moi qui pose la question. Et puis il a demandé qu'on me ramène dans ma cellule. Vous voyez la scène là. Je ne sais pas ce que ce monsieur est arrivé, ce qui lui est arrivé. Donc, quelques temps après... Ça vous a marqué cette scène? Beaucoup. Vous rentrez après 18 jours. Est-ce que c'est là où cette révolte de manifester, de faire les marches a commencé? Non. Moi, j'ai ça dans mon esprit. Je dis qu'à un moment donné, je suis artiste, je prends mon art pour m'exprimer sur le point politique du pays. Mais là, il y a eu l'arrestation. Oui. Il y a eu... Oui, on a trouvé le passeport de fils chez vous. C'était la première arrestation. Est-ce que ça vous a énervé au point où vous dites, ok, maintenant, je me lance? Non, dans tous les cas, je devais le faire, puisque moi, j'avais déjà programmé que je devais prendre une disponibilité. Je travaillais à Camer, je suis comptable de formation. Bon, alors, j'ai décidé de prendre une disponibilité de 6 ans, ce qui ne s'était jamais fait à Camer. Déjà, prenais 1 an de disponibilité, 2 ans. Bon, comme je faisais dans la gestion financière directe de l'agent frais, bon, la direction a pensé que j'ai peut-être volé l'argent. Donc, j'ai demandé la disponibilité à un moment donné. Ils n'ont pas donné ça à ce temps-là. Ils ont fait environ 6 mois encore. Rechercher ceci pour voir si je n'ai pas... détourné de l'argent. Oui. Or, moi, je connaissais où se trouve la caisse de mon agent que j'ai à la fin du mois. Et où se trouve la caisse Camer. Je ne faisais jamais de confusion à ça. Et même maintenant, je n'ai jamais fait de confusion sur les caisses. Donc, ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé. Ils m'ont donné mes 6 ans de disponibilité. Bon, donc, la disponibilité que je prenais était justement pour que les gens s'aperçoivent que je n'entrais pas en politique pour l'argent. Je nourrissais bien ma famille à la Camer. Donc, je laisse la Camer pour aller faire le travail qui concerne la nation entière. Parce que je me suis interrogé sur mon licence. C'est en quelle année, monsieur le combattant? Nous sommes là en 85, 90. Nous sommes là en 90. 90. Oui, 90. Juin 90. Les années des braises. Juin 90, que je vais en commander ma disponibilité. Donc, je n'ai pas posé la question à ma femme, mais je m'interrogeais depuis pour dire, Bamassok. Vous avez suivi l'actualité venant de Bamenda en mai et en juin. Vous vous radicalisez aussi en disant on peut changer les choses. Non, moi je ne me radicalise pas si vous voulez que je t'aime par rapport à Bamenda. J'avais déjà ma programmation de travail. Ok. Je ne quitte pas la Camer. Je ne demande pas ma disponibilité avec l'accord qu'il y aura quelque chose à Bamenda. Je ne sais même pas. Je vais dire le lancement des SDF. Non, mais le lancement des SDF, c'est tout dans mon processus. Comprenez ça bien, je voudrais bien être clair. J'engage ma mise en disponibilité pour aller faire le travail politique. Je ne sais pas s'il y a Bamenda aussi, s'il y aura Bamenda un jour. Si ça coïncide qu'en mai, Bamenda a lancé le SDF et en juin, moi j'ai ma disponibilité. C'est eux qui ont programmé, qui vont me donner la disponibilité après qu'on ait lancé. C'est une coïncidence, selon vous? Non, pas selon moi. Je ne sais pas si les gens de la Camer avaient une programmation avec le SDF pour leur dire que quand vous allez lancer en mai, et nous on va dire que Bamassa doit aller en disponibilité. Je dis donc que j'engage donc le travail parce que je m'étais interrogé pour dire que le travail que j'ai fait ici ne me rend pas plus utile que le travail que je peux aller faire pour le pays. Donc je m'interroge, Bamassa, tu vas à la Camer pour travailler, on te paye, tu nourris ta famille. C'est pas suffisant. Ton père et ta mère et les autres qui étaient avec eux sont battus pour que Cameroun soit libre. Cette liberté n'est pas encore là. Donc poursuis la lutte. Donc je décide la lutte de vos parents. Oui. Donc si vous avez été inspiré par vos parents. Oui. Et j'ai donc pas été comme appelé les Français à l'époque un maquisard. Oui, mon père était considéré comme étant tel. Bon, donc je me suis interrogé quand j'ai grandi pour dire qu'est-ce qu'il faisait. Donc j'ai commencé à chercher. Je suis allé à l'extérieur, je ne suis jamais allé me promener, je suis allé toujours chercher. J'ai cherché, je suis regroupé une certaine connaissance pour me dire, ce qu'ils cherchaient n'est pas encore là. Parce que tel que les choses se présentent, ce qu'ils cherchaient est encore à conquérir. Donc, il faut que tu t'inscrives dans cette lutte-là. Entre-temps, j'étais déjà au courant des Oumyobé, ceci, qui s'étaient battus pour ça, les Moumiers. Donc, je m'approprie donc cette lutte qui n'était pas achevée, parce que les leaders étaient assassinés en route. Le mouvement avait été décapité. Oui, donc je me dis, ok, il faut que tu t'engages. C'est ça. Et là, est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous avez abattu jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent, ce que j'ai fait... Qu'est-ce qui a évolué dans ça? Je ne dis pas que ce que j'ai fait est suffisant, mais ce que j'ai fait a vraiment apporté à ce pays. Puisque ça a apporté quoi concrètement le combattant? Concrètement, qu'est-ce que j'ai écrit quand je décide de lancer la ville morte? Je dis que les Camerounais doivent sortir des bars pour parler de leur pays. Et ils sont sortis des bars. Parce qu'au fait, la lutte de 91, 92 était pour éveiller les consciences. Si vous regardez le premier tract qui sort, même le deuxième qui suivait, c'était pour éveiller les consciences, pour la conscience citoyenne. Et je crois que
vraiment, mes concitoyens m'ont écouté. Ils sont sortis des bars, effectivement, comme je leur avais demandé, pour parler du pays, pour parler de l'Afrique. Entre-temps, vous avez rencontré le chairman Fondi? Oui, plusieurs fois. La première fois, c'était en quelle année? La première fois, nous sommes en 91, ici à Douala, je crois. Il est venu faire un meeting avec nous. Hein. Avant les villes mortes, hein, les chairman n'étaient pas grand-chose, hein, malgré Bamenda. Le président depuis Daouli de Bamenda. Malgré Bamenda. Malgré la marche de Bamenda. Parce que la marche de Bamenda est passée, les gens sont sortis de la prison, de l'arrestation, et dit, bon. Donc, l'impulsion qu'il y a eu pour que les Camerounais se lèvent vraiment et sortent des bars et des ventes emportées pour parler du Cameroun, ce sont les villes mortes. Les villes mortes, c'est vrai que ma tête est grosse déjà, naturellement, hein, mais parce que les gens me disent, est-ce que ça ne te donne pas une grosse tête? Non, ma tête est grosse naturellement, elle n'est pas grosse parce que les villes mortes. Les villes mortes ont quand même apporté quelque chose qui a permis que les Camerounais n'aient plus peur quand ils veulent parler du Cameroun. Ils ne regardent plus comme ça, comme non. Les gens sont sortis des bars, des ventes emportées, pour aller en route avec nous. Avec nous. Donc, c'est ce que vous avez réussi jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes prêt à marcher encore pour contester comme vous le faisiez avant? Je dis souvent que jusqu'à épuisement d'arguments et d'énergie, je continuerai à mener le combat que j'hérite comme héritage de Oumiobe. Jusqu'à épuisement d'arguments et d'énergie. Vous savez ce que c'est? Épuisement d'arguments et d'énergie. L'énergie, c'est que si ça épuise, on va tomber. L'argument, ça veut dire que ne peut pas. Maintenant, je parle, je suis encore vivant. Jusqu'à épuisement d'arguments et d'énergie. Je crois que 2008 n'est pas là pour vous signifier. 2008, c'est ici. Hein? 91, 2008, c'est ici. Donc, toutes les fois que mes concitoyens m'ont écouté, on a fait au moins quelques pas qui permettent qu'on sache que les Camerounais sont encore vivants. Hein? C'est ça. Donc, 2008, à maintenant, ça fait 14 ans, hein, c'est ça? Oui. Bon. Donc, je crois que si ce n'était pas le petit problème de maladie que j'ai eu avec mon corps il n'y a pas longtemps, dès le début de cette année, j'avais programmé. Et la marche? Pas la marche, le travail politique. Le travail politique. La sortie. Depuis un temps, je suis... Mais vous nous avez raconté cette histoire, vous avez organisé la marche, après on vous a dit, ok, quand vous voulez marcher, nous allons vous faire marcher. On vous a pris, on vous a amené dans un village lointain, dans la forêt, et vous abandonnez là-bas. Oui, ce sont des choses auxquelles je n'aime pas me rappeler. Parce qu'au fait, ça te donne une adrénaline. Hein? Bon, donc, j'ai déjà été amené dans les brousses au moins à 5 reprises. La dernière fois a été significative parce que je sortais effectivement d'un périple. J'ai fait environ 1780 quelque chose de kilomètres à pied à travers les rues du Cameroun. Douala, Yaoundé, Bamenda, ainsi de suite. Hein? C'est au sortir du sud. Comment s'est organisé ces différents marches, le combattant? Vous partez avec la nourriture, il y a des gens qui vous accompagnent, d'autres personnes, ça se passe comment? Non. Parce que vous devrez vous nourrir. Je me lève et je marche. Hein? Bon, il y a des concitoyens qui pensent que c'est bon, hein, et qui me nourrissent en route. Il y en a même qui accompagnent sur certaines distances. Hein, comme par exemple, dans le cas d'espèce, on a fait environ 8 régions sur 10. À pied? Oui, il n'y avait que 7 régions sur 8 à pied. On était au sortir de la 7e région qui était le sud-ouest. Hein, donc, c'est à Bamenda, c'est à Mabanda qu'on m'a arrêté le matin pour m'amener à Yabassi. Et aller m'abandonner en Conjorin. Vous avez passé combien de temps dans la brousse? Dans la brousse, je n'ai pas passé beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que quand je suis sorti de là où on m'a laissé, j'ai vu, c'est-à-dire que encore une manipulation négative, où les gens, un commandant de brigade, un commandant de gendarmerie, commandant de grade, là, hein, commandant de grade, qui part accompagner Mbouamassok en brousse, c'est un homme de loi, hein, cas aggravant. Je ne porte pas plainte, hein, jusqu'à maintenant. Donc, il me laisse en brousse, et lorsqu'il me laisse y partent, je m'aperçois qu'ils ont pris dans mon téléphone, hein, ma puce. Oh, c'est laid, n'est-ce pas? Il faut appeler personne. C'est idiot. C'est nain, ça. C'est trop petit qu'un commandant qui dirige une action comme celle-là demande qu'on enlève les puces
du combattant Bouamasso dans ce téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque je vois un jeune homme qui sort du lycée, il était en train de jouer. Je lui pose mon problème, je lui dis, j'ai des problèmes, je voudrais. Il me dit que mon téléphone n'a pas de crédit. Je lui donne l'argent, il part. Mais vous avez l'argent? Je ne peux pas sortir sans argent. Ok, vous lui donnez de l'argent? Je lui donne de l'argent. L'argent que je lui donne, c'est combien pour me dire que vous avez l'argent? 1000 francs ou 2000. Hein? Je lui donne donc l'argent pour qu'il parte charger son téléphone, pour qu'il m'amène et que j'appelle les miens. Le gars, je peux dire ça. Il part, 2 heures après, il revient avec son téléphone chargé. J'appelle donc voilà, pour lui dire que je suis à tel endroit, en Brousse. Douala dépêche une voiture, on me dit, ok, si tu nous dirais, il dépêche une voiture. Ce jour-là, j'ai fait la nuit là, plusieurs meetings. Parce que quand on sait que Bouamasso est dans une zone, tout le monde se mobilise. Mais maintenant, si je vais dans une zone, on sait que le combattant Bouamasso est là-bas, les gens se mobilisent. Toute la nuit, jusqu'à 3 heures, je faisais les meetings. Jusqu'à ce que la voiture arrive, j'ai fini ici, j'ai dit, je m'avais me coucher là-bas, les gens me suivent là-bas. Pas d'interdiction. Quelle interdiction? Ils sont où? Ils dorment. D'abord, cette fois-là, le commandant de brigade de la zone de Yingui, à Yingui, c'est à Yingui, comme quand tu n'es pas me laisser. Le commandant de Yingui était à Douala. C'est d'ici qu'on l'appelle pour lui dire que Bouamasso est dans ta zone. Il cherche la voiture pour venir me trouver là-bas. Quand il vient, la nuit, on lui dit que le commandant est parti. Je suis parti de Yingui pour 3 heures, je crois. Hein? La voiture que les combattants ont réquisitionné ici pour envoyer me chercher. Donc, s'il me laisse n'importe où, il y aura toujours les gens qui vont dire que le combattant Bouamasso doit rentrer à Douala. Est-ce que vous êtes prêt à marcher, à refaire la même chose? Attends. Lorsque je rentre donc à Douala, une autre fois on m'arrête. On m'amène encore dans la zone là. On arrive au carrefour. Dans la même zone? Dans la même zone, mais pas à Yingui. On arrive au carrefour qui va vers Edea, à partir de l'ancienne route de Douala, Japoma. Hein? Au carrefour Japoma. On entre encore dans la brousse pour aller me laisser là-bas. Bon. Parce que le commandant de brigade de cet endroit-là refuse de me garder, parce qu'on lui demandait de me garder. Il dit non, si vous n'avez pas pu garder Bouamasso à Douala, moi ici, je n'ai pas les moyens. Il refuse catégoriquement. C'est pour la première fois que je vois un commandant, un subalterne refuser les ordres de celui qui est devant lui. On lui dit appelez-moi, je dis que je ne peux pas le garder ici. Même si ça me coûte mon poste. Il disait comme ça, hein, je ne regarde pas. Il décide alors encore de parce que c'est là-bas qu'on m'a amené pour aller me garder, parce qu'on m'avait arrêté ici à Douala, à Panda, là, le jour où il y avait eu des émeutes terribles. Hein, on m'a donc amené en Brousse, me laisser là-bas. Bon. Et de la Brousse, là, je reviens donc au niveau du centre, j'ai fait un meeting là, pour dire aux gens que non, on m'a amené ici, vous avez même voici en train de rentrer, je rentre à pied, c'est pas grave, je m'en vais. Le commandant de brigade dit que j'attends là, il va trouver une voiture. Je lui dis non. Je m'en vais. En route, je suis avec mon fils qui était aussi arrêté le jour-là, et il a fait Aïcha une camarade. Je lui ai dit, vous partez, vous devez partir. Moi, je ne peux pas que d'ici, voilà, vous êtes avec moi, parce qu'Aïcha était un peu malade. Et heureusement, on trouve des motos la nuit là. Et Aïcha et mon fils montent. Ils arrivent ici à Douala. Les combattants envoient encore une voiture me chercher. Eh bien, je dis non. Je vous ai dit que moi, je vais marcher. Combattant, on vous a arrêté combien de fois? Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Compter. Non, je ne peux pas. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois dans les prisons, dans les gendarmeries, en cellule. Beaucoup de fois à la police, en cellule. Et au moins à 12 reprises à la prison de Joubert. On va parler de toute autre chose maintenant avec Gaël Ndjemengetna. On prend la transition. Ça sera la rubrique Intimité avec le combattant Bouamasso. Ah, d'accord. Si c'est intimité, c'est autre chose, allez-y. D'accord. Bonsoir, commandant. Bonsoir, combattant. Combattant. Bonsoir, combattant. Désolé. Bonsoir encore. Bonsoir. Merci. Avec le sénateur, ça s'est passé bien en première partie.
Oui, moi, je n'ai pas de problème à une interview. Hein. D'accord. Alors, avec moi, on va parler de votre côté jardin secret, Oui. de votre intimité. On ne parle pas de profession, on ne parle pas de politique. Ok. On parle de tout ce qui se passe à la maison, Il n'y a pas de problème, comment ça ok. se passe avec madame, les enfants. Il n'y a pas de problème. Alors, combattant, vous avez été peintre, ça on l'a déjà dit en Je première. Vous êtes toujours peintre? Oui, je suis peintre. Toujours. Oui. Alors, et vous avez été cadre de... Enfin, vous avez occupé un poste de responsabilité. Là, vous étiez employé dans une société de transport. Cameroun Lance. Voilà. Pour ne pas nommer. Qu'est-ce qui se passe pour que vous laissez tout ça, du moins, vous laissez ce métier-là, Oui. dans cette société-là, Oui. pour vous retrouver dans la politique? Oui, je laisse mon travail de caméra pour aller m'occuper des problèmes du pays. Parce que dans mon lit, je me suis interrogé plusieurs fois pour dire Mbamassok, Ouais. ce que tu fais à Camer ne peut apporter qu'à ta famille. Un peu, c'est pas beaucoup. Le pays est grand, l'Afrique est grande, le monde. Qui va s'en occuper? À la réponse à cette question, je me suis dit, toi, Mbamassok, tu dois t'en occuper. Tu dois faire ce que tu peux. C'est là où je demande donc une disponibilité à la Camer pour dire que je m'en vais m'occuper. Je ne leur dis pas que je m'en vais, je demande sur ma disponibilité. Hein. Bon, quand je rentre, mon épouse, je dis à mon épouse, je ne travaille plus. Elle se fâche. Normal, parce que Forcément, ça n'a pas été facile. Je ne l'ai pas consultée parce que si je la consultais, elle n'était jamais d'accord. Donc je me suis dit, vaut mieux que ça arrive, que ça advienne qui pourra. Alors, elle n'était pas d'accord, bon, mais elle a supporté un peu. C'est vrai qu'elle n'est plus ici aujourd'hui, hein, mon épouse. Elle est en Europe parce qu'elle a eu trop de pression ici. Ouais. Je la respecte, hein, cette femme-là, parce qu'elle avait un choix entre me trahir ou fuir. C'est vrai. Mon épouse a eu trop de brimades ici, trop de pression, qu'elle a fini par décider. Durant les périodes de vos arrestations? Oui. Nous avons quand même 3 enfants, 4 enfants, au moment où on m'arrête comme ça. Le seul à la maison, je suis dans une cellule, je suis dans une comme ça. Mais si on revient à cette période-là où vous décidez d'abandonner ce poste de responsabilité-là, dans cette société-là, comment est-ce qu'elle réagit? C'est vrai, vous dites que ça n'a pas été facile, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez eu des tensions au point où c'est arrivé à un moment où vous ne vous parliez plus du tout avec les enfants aussi? Non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé parce que lorsque je pars de Camer, je fais environ... je pars de Camer en juin, 30 juin, comme de la disponibilité. Hein, et je crois que avant octobre 90, hein, non, en juillet même, j'ai la première arrestation. Hein, et mon épouse m'assiste. Bon, au fait, j'avais quand même commencé à lui parler des problèmes politiques à partir de ma peinture. Donc elle ne peut pas dire qu'elle était distraite, elle ne peut pas dire qu'elle n'était pas informée. Je l'ai informée, mais pas à fond. Bon, le fond, c'est ma démarche. Vous l'avez en quelque sorte préparé? Oui, d'une certaine manière quand même. Parce que quand on discutait un peu, j'ai dit, mais je t'avais dit ça. Bon, mais au fait, c'est difficile quand même pour une dame, hein, qui n'était pas dans l'option politique. Hein. Une jeune femme, mon épouse a 20 ans à l'époque. Hein, donc vraiment encore mineure, je peux dire, hein, dans le sens de la vie, et qui se retrouve avec un homme qui a arrêté tout le temps, c'est pas facile. Et elle est en train d'aller dans les commissariats, elle est en train d'aller dans les ambassades, elle est en train d'aller. Ça a été très fort. Bon, donc, j'ai pas eu de problème avec mon épouse. Même jusque maintenant, elle est en Europe. Bon, de temps en temps, elle appelle. Hein. Je ne sais pas quelle est la vie qu'elle mène là-bas, mais on n'a pas divorcé jusque maintenant, hein, mon épouse. Hein? Alors, on va revenir sur votre vie conjugale tout à l'heure, mais je voudrais savoir, combattant, dans les années 80, vous avez reçu plusieurs distinctions, notamment avec vos différentes toiles. Où est-ce qu'on peut les retrouver actuellement? Je ne peux pas dire où est-ce qu'on peut trouver. Il y a des toiles que j'avais refusé de vendre. Hein. Bon, il y a des toiles qui avaient été vendues. Par exemple, le fils Amouna qui m'avait fait assister à une manifestation de la caméra à Bonanjo, il m'avait payé 2 tableaux. Hein. Il a 2 tableaux. Je ne sais pas où est-ce que c'est un tableau qui ont été... Le fils à Kérékou, qui était ici, avait payé un tableau. Donc, mais si actuellement, commandant, un téléspectateur veut par exemple une toile, est-ce qu'on peut vous contacter et puis vous allez peindre? Mais même maintenant, on me contacte. Il y a des œuvres que j'avais gardées, malheureusement. Malheureusement, on a cassé ma maison, que j'avais commencé à construire là où je suis maintenant. On a cassé ça le jour où je suis allé au deuil de Pasteur Dormont, hein, Lévon Dormont de Konchamba.
Bon, on a cassé ma maison, on a tout pris. D'accord. On a pris mes documents qui étaient là-bas, on a pris environ 100 tableaux de miens, ma réserve à moi. Une centaine de tableaux, 112 tableaux, quelque chose comme ça. On a tout pris. On a pris même la photo de mon père qui était accrochée au mur. C'est là où j'ai compris que c'était pas des bandits. Hein? C'est des gens qui voulaient toucher mon moral. Donc c'est le pouvoir, en réalité. Ils ont ça. Ma peur est qu'ils prennent et qu'ils jettent. Mais s'ils gardent, c'est pas grave. Un jour, on pourrait dire que voici, parce que je signe, Mboumas. Si vous voyez un tableau signé, Mboumas, c'est que le tableau du combattant Mboumas. Donc, depuis que je suis là, j'ai recommencé à peindre. Hein? D'accord. Je peins. Je vais même exposer. Je prépare une exposition à l'heure où je vous parle. D'accord. Donc, les gens pourront savoir comment est-ce qu'on peut se mettre en contact avec Alors, les vos enfants, ils sont où actuellement? Bon. Ils sont avec madame de l'autre côté? Non, pas de l'autre côté. Tous mes enfants sont partis. Le dernier qui était là, je me suis convaincu qu'il doit partir aussi. Pourquoi? Partir de la maison ou bien quitter le pays? Quitter le pays. D'accord. Mon dernier fils, qui est mon premier garçon, qui est parti, hein, je dis le dernier qui est donné à partir du pays, est parti après qu'il ait été agressé avec la machette. Mon fils a eu 5 coups de machette sur lui. À certains endroits, c'est l'os qui a arrêté la machette à progresser. Il a fait environ 1 mois et demi à la Quintinée. Pour rafistolement. Heureusement, il est sorti de là sans séquelles graves. Lorsqu'il est sorti de là, j'ai décidé qu'il parte d'ici. J'ai engagé des actions. Il est aussi parti. Les autres étaient partis pour les études. Ouais. Parce qu'au fait, la formation ici, en réalité, sauf si tu ne peux pas envoyer quelqu'un à l'extérieur, c'est pas la peine. C'est une formation qui forme. Donc, vous considérez que la formation au Cameroun, c'est du n'importe quoi? Oui, ça c'est vrai. J'ai une documentation écrite sur comment réorienter l'école au Cameroun. Donc ça veut dire qu'aussi, combattant, vous pensez pratiquement comme le ministre Issa Chiroma Bakary qui a un moment fait une sortie comme quoi certaines filières dans les universités ne valaient pas la peine, ne servaient à rien. Non, c'est lui qui pense comme moi, c'est pas l'inverse. D'accord. Parce que lui venait de parler de ça. J'ai écrit depuis. Il le sait. S'il est en train d'écouter, c'est que le combattant est en train de dire ce qu'il fait. Parce que les gens. Mais vous avez quand même écouté cette sortie-là? Oui, j'écoute de temps en temps. Les personnes comme le ministre Chiroma me connaissent très bien. Hein? S'ils sont en train de regarder cette émission, ils savent que c'est lui qui parle là, ils se sécurité. Ils le savent, ils le témoignent. Bon, donc, s'il dit comme ça, l'école au Cameroun doit être revue de fond en comble. Okay. De la maternelle à l'université. Pour quel système? Le système francophone ou bien le système le système anglophone? Le système camerounais. D'accord. Qui peut être inspiré par tous les systèmes du monde. Mais le système camerounais veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on privilégie la formation qui tienne compte de notre environnement. Ok. Hein? Qui tienne compte de notre environnement. Par exemple, qu'on forme les gens qui peuvent transformer nos forêts en champs. Si on avait transformé ça, on ne serait pas aujourd'hui en train de dire qu'il faut que le blé vienne de l'extérieur et que si ça ne vient pas, on est mort de faim. Hein? Okay. Si quelqu'un décide que dans un pays, il sera nourri par le port, par les bateaux, mais c'est qu'il est en train de s'exposer, comme c'est le cas. D'accord. Il faut revoir l'école et il faut rendre l'école gratuite. Pourquoi? Okay. Parce que la plupart du temps, les génies, les surdoués, naissent dans les maisons des pauvres. Personne ne peut expliquer pourquoi, mais c'est ça. La majorité du temps, les génies, les surdoués naissent dans les maisons des pauvres. Or, si on abandonne un surdoué entre les mains d'un parent qui n'a pas l'argent, il n'ira jamais à l'école. Il peut peut-être perfectionner le vol ou bien le jeu aux cartes. Il va bien jouer. Mais le pays perd. Or, si on rend l'école, comme on dit, obligatoire pour les enfants, ça veut dire que non payant en réalité. Parce qu'on ne peut pas rendre obligatoire, on demande que le parent paye. Non, si c'est obligatoire pour les enfants, non payant. Sinon, ça devait être non payant. Donc, on ne paye pas l'école, tout le monde part à la chance et on voit quels sont ceux qui progressent bien et on s'en approprie, le pays s'en approprie. Alors, à la maison, combattant, ça se passe comment? Une journée à la maison avec vous, ça se passe comment? Oh, une journée à la maison avec moi, ça se passe comment? Toujours occupé. Bon, on va commencer. Il est pratiquement 6 h le matin. Vous vous levez à quelle heure? Quand il est 6 h, je me dis... Est-ce que vous vous levez à 6 h ou bien avant? Non, je me lève à 6 h net. D'accord. Hein? À 6 h, j'invoque le Lombi. Olombi, c'est quoi? C'est le dieu de mes parents. Le dieu de vos parents, oui, d'accord. Mon dieu, quoi. Le Lombi. Il ne s'appelle pas Jésus, il ne s'appelle pas... Non, c'est le Lombi. J'invoque le Lombi pour lui dire, pour lui confier ma vie de cette journée. Pour lui dire que, bon, me voici, debout. Hein? Pour ta gloire et le bonheur des hommes, je suis disponible.
Pour ta gloire et le bonheur des hommes, je suis disponible. Je ne demande pas, donne-moi ça, comme les gens. Hein? Si le lombi tel que mon père m'a enseigné, c'est ce que je pense, je n'ai pas besoin de rester à bavarder. Donne-moi la voiture, je ne demande jamais rien. Je dis, me voici, disponible pour le bonheur des hommes et pour ta gloire. Et parce qu'on parle de Dieu, de vos parents combattants, est-ce que c'est vrai ou c'est faux cette présomption-là? Je ne sais pas si je peux dire rumeur, comme quoi vous avez été marabout ou Mbombok. Non, ça c'est vraiment comme vous le dites, hein, que ce sont les racontages. D'accord. Je suis très, très culturel, avant même d'être politique. Je suis traditionnaliste, j'assume. Hein, parce que plus loin dans le temps, plus proche de l'Olombi. Parce que l'Olombi est le vieux des vieux du temps. Ok? Donc, plus loin dans le temps, plus ça va loin dans le temps, plus c'est proche de Dieu. Donc, ce qui est venu comme tradition, en réalité, venant de Dieu lui-même, parce que c'est lui là-bas, loin là-bas, c'est mieux que ce qu'on trouve maintenant. Parce que maintenant, là, c'est déjà, la boisson a déjà tout ramassé en route, les gens déjà sont pervers. Donc, je ne suis pas marabout. Je ne fais pas dans le charlatanisme, non. Je peux aider les gens par esprit d'éveil. Hein? Mais ça n'a rien à voir avec le maraboutisme, ça? Non. Il faut que les gens arrêtent ça. Il faut que les gens arrêtent. Et je suis culturel, c'est vrai. Je suis spirituellement élevé. Je le sais. Je peux dire que je suis initié, si on peut dire comme ça. Hein? Est-ce qu'on peut vous associer à ces personnes-là qu'on appelle Mbombok? Oui. Mbombok chez nous, ça veut dire que Nanti, du savoir utile pour le peuple. Si ce n'est que ça qu'on appelle Mbombok, je peux dire que mon peuple ne s'ennuie pas avec moi. D'accord. Hein, ne s'ennuie pas. Bon. Et même dans le sens de la pensée pour le pays, pour le noir, pour l'Afrique, pour le continent, pour l'humanité, les gens se le seront un jour. Parce que ma chance est que j'écris beaucoup. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation particulière de ma pensée, j'écris. Alors, vous êtes traditionnaliste, ça on l'a bien compris. Vous êtes également bantou, parce que quand on parle de... qu'est-ce que vous pensez de la polygamie, combattant? Oh là là, la polygamie est une chose qui a été pensée pour que les sages d'une époque disent maintenant qu'il faut la polygamie. Les sages d'une époque peuvent encore dire que maintenant il ne faut plus la polygamie. Pourquoi? Prenons l'exemple à l'école. Si je suis là où on décide maintenant, je vais demander la polygamie au Cameroun. Pourquoi? Parce que les statistiques démontrent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Hein? Donc je vais conseiller qu'on équilibre ça par la polygamie. C'est une pensée sociale, hein, pour faire évoluer les choses. Parce qu'on ne peut pas laisser certains de nos consoeurs en bord de la route, parce que d'autres se sont appropriés les femmes à eux tout seuls, les hommes à elles tout seuls. Bon, vous voyez que le Lombi a créé l'homme, la femme à côté de l'homme, pour que la femme accompagne l'homme. Mais quelle est votre position sur la polygamie? Je suis en train d'arriver. Pour que la femme accompagne l'homme. C'est pour ça que l'homme peut procréer sa vie durant, tant qu'il peut encore être viril. Sa vie durant. La femme a un temps. Et il faut donc que ce temps qu'elle a, que l'homme qui est encore productif ne reste pas avec la production. Donc il faut d'autres personnes. C'est pour ça que nos vies avec épouser les femmes par étapes. Il épouse maintenant, dans 10 ans il épouse une autre, dans 5 ans encore il épouse une autre, ainsi de suite. Hein? Pour que les gens remplacent les autres qui sont handicapés en route par le fait qu'ils ne peuvent plus. Or, il faut qu'on produise, qu'on procrée. Et l'homme ne peut pas rester avec son sperme, si je ne suis pas vulgaire là, hein, pour ne pas donner des enfants parce que sa femme ne peut plus. Non, il est bon que les gens qui veulent avoir 2, 3 femmes pour permettre à la communauté camerounaise, par exemple, de se multiplier davantage, c'est pas mauvais. Donc ça veut dire que votre position, c'est vous êtes pour la polygamie? Le Cameroun est d'abord pour la polygamie. Oui, mais maintenant, la position du combattant. En réalité, la monogamie est une entorse. Hein? Bon, si vous ne signez pas que c'est la monogamie, hein, tout le monde considère que c'est la polygamie. D'accord. Bon, maintenant, donc, la position du combattant, c'est... Ma position, c'est que si il faut décider qui est polygamie parce que les femmes sont plus nombreuses. Non, combattant, faisons ça simple. Oui. Est-ce que vous êtes pour ou contre la polygamie? Je ne peux pas être contre, puisque je vous ai expliqué pourquoi. D'accord, donc vous êtes pour la polygamie. Oui. Pourquoi à la maison, donc qui est à la maison actuellement, vu que votre femme est de l'autre côté?
si c'est là que vous vouliez m'amener, il faut savoir qu'avant que ma femme parte de l'autre côté, elles étaient deux à la maison. D'accord. Hein? Bon, malheureusement, c'est même celle-là qui était la première, elle est morte. Désolé. Il n'y a pas longtemps, hein? J'ai été en deuil il y a 3 ans. Désolé. Il y a 2 ans. Hein? Mon épouse qui était ici, elle est morte. Bon, donc, j'avais déjà... 2 femmes. Oui, j'avais déjà traduit ce problème-là au tribunal et j'avais gagné le procès. Ok. Le procès de la polygamie. Ok. Donc, on a une femme actuellement en Europe. Oui. On a une autre qui est malheureusement partie. Oui. Et actuellement, il y a qui encore à la maison? Bien. C'est une question. C'est pour la gouverne des téléspectateurs. Oui. Bon, au fait, je ne vis pas seul. D'accord. C'est bon à savoir. Oui, et je ne vis pas seul, mais je ne suis pas encore marié. Bon, c'est pas un problème de mariage. Non, je suis en train de vous expliquer. Hein. C'est quand même confidentiel, la vie. Bon, c'est pour ça qu'on a parlé de jardin secret. Oui, jardin secret, vraiment, on ne peut pas rentrer tout. C'est secret, non? Bon, les téléspectateurs combattants, permettez, les téléspectateurs voudraient quand même connaître davantage sur vous. C'est vrai, on connaît déjà beaucoup plus concernant le côté politique du combattant Bouamassok. Donc maintenant, on veut connaître un tout petit peu. Bien, on va changer le terme. Ce n'est pas jardin secret, c'est jardin ouvert. D'accord. Combattant Bouamassok. Combattant. D'accord, jardin ouvert. Mon jardin ouvert. Et on parle donc de madame qui est à la maison. Madame n'est pas à la maison, il n'y a aucune dame à la maison. Bon, qui vient de temps en temps? Il y a une dame que je peux, en fait, je peux dire que c'est une compagne. Hein. Ok. Elle existe, elle vient de temps en temps à la maison. Elle vient de temps en temps laver les habits, faire la lessive, faire la vaisselle, préparer le ménage. C'est pas mauvais. On peut avoir son prénom simplement, juste le prénom. Juste le prénom combattant. Non, mais le prénom... Il y a beaucoup de femmes qui portent son prénom. Cameroun, on ne peut pas faire directement la liaison. Juste le prénom. Mais dites-tu, hein? Tu t'appelles comment? Hein? Mon prénom? Oui. Mon prénom? Oui. C'est Gaël. Mais le prénom de votre Gaël, si je lui ai dit que bon, c'est la même, je vais la laisser, c'est toi qui vas aller à la maison, tu vas aller? Bon, ça c'est après l'émission, on va voir. Pour l'instant, on veut le prénom de je la ne vais pas compagne. je ne vais pas le nom là, parce qu'au fait, je ne suis pas venu ici exposer son nom, parce qu'un jour, on va rencontrer une dame qui s'appelle comme ça, on va dire, c'est vous la compagne du combattant? On va dire, ouais, c'est vous. Toi, tu vas rencontrer une qui s'appelle comme ça. Hein? Tu vas l'interroger, tu vas penser que c'est elle. Non. Ça fait pas sérieux combattant. Bon, de toutes les façons, c'est pas grave. Combattant, c'est quoi? Bon, déjà, comment est-ce que vous l'avez rencontré? C'est aussi intéressant, ça, de nous en parler. Bien. Je suis un résistant, n'est-ce pas? J'ai aussi, à côté de moi, des résistants. D'accord. Bon, un jour, un résistant, un de mes combattants, vient à la maison avec une de ses sœurs. Tout à l'heure, je disais que bon, vous êtes frappante, n'est-ce pas? Merci. Un homme normalement constitué ne peut pas dire qu'il est insensible, qu'il est passif, hein, face à une femme qui est comme celle dont je parle là. Hein. Et je vous assure, en tant qu'artiste de mes yeux, tout le monde sait que le combattant est très... Surtout que vous êtes un excellent peintre. Voilà, que le combattant il faut le préciser. est pointueux par rapport au physique. Hein. Mais après ça, on commence à regarder le reste qu'on peut modeler. Hein. Mais au physique, la dame là, elle est quand même assez... comme toutes les autres. Hein. Si vous voyez ma femme qui est en Europe, ou celle qui est morte, malheureusement, ce sont les femmes qui sont... elles sont comment? Elles sont dodues, elles sont sveltes, elles sont comment? C'est quel type de femme? Pas svelte, non. Le bantou que je suis, d'accord. pas trop ronde, mais suffisante. D'accord. Suffisante. Bon, je dois dire qu'à la maison, elle est suffisante. Et comment était la réaction donc, de son frère? C'est-à-dire que, parce que généralement, c'est pas plaisant quand vous avez votre soeur, je sais pas si c'est la petite soeur, mais bon, vous avez votre soeur. C'était pas sa soeur directe, hein. C'était dans la zone. Hein. D'accord, ok. Mais je crois que même si c'était sa soeur, elle ne serait pas fâché parce que c'est ça que le combattant entretient. Ok. Alors, généralement aussi, les hommes aiment bien tester les femmes sur ce plan-là, c'est sur le plan culinaire. Oui. Quel est le plat qu'elle a fait pour la première fois et ça vous a conquis? Non, le plat qu'elle devait faire n'est que le plat qu'on devait lui dire comment il doit faire. Parce que j'ai la veuve de mon frère qui peut veiller sur ça. Donc, si j'ai une épouse, pour qu'elle ne s'embrouille pas, elle vient, elle lui dit, bon,
ton mari aime ça, vous préparez comment. Moi-même, je peux demander à cette dame-là, prépare-moi un mets qui est de votre zone. Elle prépare ça. Bon, je me rappelle très bien que j'avais essayé l'oncuit parce que mon épouse qui est en Europe est de l'Ouest, le Tchang, pour ne pas spécifier. Elle prépare l'oncuit, ça me dépasse. Je veux ça parce que l'odeur là me charme. Mais quand je veux faire comme ça pour prendre, vraiment, je peux vous assurer que je n'ai pas pu jusqu'aujourd'hui. Bon, elle sait mais de couper pour moi, je ne vais quand même pas mettre quelqu'un à côté de moi pour pouvoir manger un mets. Je dis, mon épouse, si vous préparez ça, vous mangez, moi, continuez avec le coq. D'accord. Alors, merci combattant. C'est sur cette dernière question qu'on va mettre un terme à cette session de jardin ouvert. Voilà, j'espère que ça n'a pas été difficile pour vous. Oui, non, ça n'a pas été difficile. D'accord. Sauf que vous me demandez de faire ce qu'il ne devait pas faire, donner le nom. Ici, là, c'était le prénom. C'était le prénom. Et qu'on va commencer à interroger les filles qui portent ce prénom-là. Mais combattant, avant qu'on ne parte, est-ce que je peux vous poser une petite question? C'est facile. Oui, posez. Tout à l'heure, on a parlé de la polygamie, on a parlé de la virilité de l'homme. Combattant, est-ce que vous continuez encore d'exercer sur ce plan-là? La virilité, je voudrais que vous veniez témoigner ici un jour. Non, non. N'est-ce pas, on a dit qu'on va vous recevoir après l'émission. On va se voir. D'accord. Vous venez témoigner. Non, mais vous pouvez quand même répondre déjà. Non, je peux mentir. Je voudrais un témoignage. D'accord. Alors, c'est sur cette réponse-là donc on va mettre un terme à cette session de jardin secret au jardin ouvert. On va prendre la transition et juste derrière, ce sera le sénateur Clétus qui reviendra. Combattant, c'était agréable avec Gaël, n'est-ce pas? Oui, formidable. J'ai même pris rendez-vous qu'après l'émission, on va se voir. Mais ça peut paraître comme un rendez-vous à la télé. Après, dans la réalité, c'est tout autre chose. Non, c'est pour que c'est un cause. C'est quoi? C'est Gladys, c'est Solange, le prénom? On cause seulement. C'est Gladys, c'est Solange, le prénom? Je vais expliquer pourquoi je ne donne pas ce prénom-là. Non, je demande juste le prénom. Non, je ne vais pas. Vous n'allez pas m'amener là où je ne voulais pas aller. C'est King Fat? Oui, c'est King Fat. Commandant, parlons de la crise, de la guerre actuellement qui sévit en Ukraine. On voit des images atroces, Mariupol, d'autres villes, Kiev qui est pratiquement encerclée, Kharkiv bombardé tous les jours. Quelle est l'analyse que vous faites quand vous regardez cette actualité-là de l'invasion russe? Les Russes parlent des opérations spéciales, militaires spéciales. Les Ukrainiens, les Occidentaux parlent de la guerre, l'invasion de la Russie. Tu n'avais pas de la guerre. Oui. Okay. Vous pensez quoi? On dit chez moi, ambassade, je vais traduire. On ranol yanantijol. C'est celui qui tue. Pardon? On ranol yanantijol. C'est celui qui tue l'animal qui dit que j'ai tué tellement nombreux. Venez porter. C'est celui qui tue qui donne le nom. Donc on ne peut pas dire que Poutine, dans la Russie, dit que c'est une opération militaire spéciale et que les gens commencent à dire que c'est la guerre. Non, nous devons nous en tenir à celui qui a tué son animal et qui a nommé, qui a donné un terme par lequel on doit l'appeler, n'est-ce pas? Ça, c'est la sagesse bantou qui recommande ça. Bon, donc, ceci dit, la guerre ne peut pas être bien. Aucune guerre. Bon. Et on en parle beaucoup parce que c'est en Europe. Malheureusement. Oh là là, que l'Afrique a eu à traverser des guerres, toujours instrumentalisées par l'Europe. Je ne dis pas que c'est bien, tant mieux. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, même pas entre la Russie et l'Ukraine, entre la Russie et l'Occident par l'Ukraine, qui est comme pour moi une bête sacrifiée. Une bête sacrifiée. Non, c'est comme si les éléphants... une bête sacrifiée. Oui. C'est sacrifié. C'est pas bon. Donc, c'est mauvais, quoi, ce qui se passe sous nos yeux. Certains ont vécu la guerre mondiale. Oui, il y a beaucoup d'Africaines aujourd'hui. La jeunesse africaine soutient, on voit l'image là, le président ukrainien Zelensky, jeune humoriste devenu président et qui est en difficulté aujourd'hui, soutenu des bouts de lèvres et peut-être quelques âmes aussi par l'Occident. Combattant Mbouamassok,
comment expliquez-vous le fait que la jeunesse africaine aujourd'hui comprend Vladimir Poutine, soutient ouvertement la Russie? On n'a pas besoin d'aller loin. On a besoin de reculer de peut-être 60 ans dans la lutte pour l'indépendance des Africains, n'est-ce pas? Que lorsque l'Occident s'est convaincu, hein, Oumyombe en fait partie des gens qui sont battus pour ça. Hein. Dans 10 jours, nous aurons l'anniversaire, 73e anniversaire de la création du PC. Ça, c'est une parenthèse. Bon, donc, la bataille qui a été pour que les Africains aient leur souveraineté, retrouvent leur souveraineté, leur indépendance, a été menée sous la conduite, pas sous la conduite des Africains, mais sous le soutien de certains peuples du monde, de certaines régions du monde. Donc, l'URSS de l'époque, hein, qui est aujourd'hui la Russie. Bon, donc, il ne faut pas que les gens perdent de vue que la Russie a toujours été du côté des faibles, si je peux dire comme ça, du côté des faibles, du côté des nécessiteux. Bon, donc, si on lui rend la pêche aujourd'hui, ce n'est pas mauvais. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que si la France, qui a colonisé, qui a été ici comme maître, prend position, et que je vienne comme ça, brutalement comme ça, je trouve la France ici, je me mets en face. Tout de suite. Tout de suite, je ne veux pas encore savoir. Vous êtes comme d'autres politiciens, analystes africains qui pensent que quand l'Occident soutient quelque chose ou est contre quelqu'un, vous devez faire très attention à ne pas les suivre. Moi, je ne fais pas seulement attention, mais je me mets compte. Avant de savoir pourquoi est-ce qu'il est en train de faire comme ça. Hein? Donc, si l'Occident, on ne coalise que face à un fort, quand vous arrivez que vous voyez que les gens coalisent contre quelqu'un, ça veut dire qu'il est fort. Si la Russie est si forte pour que l'Occident coalise tant et que les démonstrations qu'ils font sont que Poutine est malade, mais moi, on m'a dit que je suis malade, hein, et moi j'ai l'habitude de dire aux gens que ne dites pas ça de loin. Approchez Mbamassok et ensuite vous allez bien déterminer quel est le degré de folie du combattant Mbamassok. Par vous, mais pas parce qu'on vous a dit. Aujourd'hui, on dit il est fou, il est ceci, il est malade, il n'a pas la maîtrise de ses. Il n'a pas la maîtrise de quoi? Il a dit je vais mener une opération spéciale, une unité spéciale. Hein? Les autres commencent à dire que la guerre. On voit l'image de Kiev qui était encerclée hier. Quels sont les fous? C'est ceux qui disent que c'est la guerre par rapport à celui qui a dit que c'est ceci. C'est pour Poutine ce qui se passe là. C'est lui qui a engagé ça. Il dit que c'est une opération militaire spéciale. Donc, il n'a pas engagé la guerre. S'il a engagé la guerre. Il a raison d'obliger l'Ukraine d'être neutre. Il a dit ça, ce n'est pas pendant la guerre. Oui, avant, il a dit ça, depuis 2008. Oui, même 7 ans dernier, même, avant même que la guerre ne commence, l'URSS a envoyé un message. La Russie, vous voulez dire? Oui. Hein? La Russie, j'allais dire. A envoyé un message, pas Poutine. Hein? Il a envoyé un message pour dire aux Occidentaux, répondez à ceci-là. Hein? Aux Américains. Aux Occidentaux, quoi. Répondez à cette lettre. Je ne voudrais pas ceci, je ne voudrais pas ceci, je ne voudrais pas ceci. Par rapport à l'Ukraine, hein, ils n'ont pas répondu, ils ont méprisé ça. Ils ont refusé, ou bien ils ont répondu négativement. Maintenant, on est en train de dire qu'il faut que l'Ukraine soit neutre. C'est le président ukrainien lui-même qui dit que j'ai compris le message, je pense que mon pays peut être neutre, mais je vais le garantir. Oui, mais les Occidentaux savaient très bien qu'on va arriver là quand la Russie va dire qu'il ne veut pas qu'on mette à côté de lui des armes qui peuvent détruire son pays. Hein? Même si c'était l'Amérique, si on est au niveau des grandes puissances, ou c'était la Chine, elle ferait pareil. On a vu la crise des missiles de 62. Oui, elle ferait pareil. Parce qu'au fait, un responsable d'un pays comme celui-là doit être capable de mener des actions qui permettent à son pays de se sentir moins vulnérable. Les États-Unis, l'Amérique est une puissance en déclin aujourd'hui? Je ne vais pas dire ça. Hein? C'est les autres qui aiment trop des gros mots. Je ne vais pas dire ça parce que hier on parlait de cette hégémonie américaine. Ils pouvaient montrer les muscles aussi. C'est-à-dire, on a vu Saddam Hussein attaquer Koweït. Ils sont venus. Ils ont frappé. Non, ils ont frappé Saddam Hussein. Saddam Hussein, ils n'ont pas cette énergie là pour. Non, Saddam Hussein, ce n'est pas Poutine. Non. Vous voyez donc les erreurs que les gens font. Hein? L'URSS de l'époque, qui a laissé une certaine manière de voir les choses à la Russie actuelle, n'était pas une petite puissance. Donc il ne faut pas que les gens pensent que, comme il n'y a plus, on a l'habitude de dire chez nous que Hieyemou, hein, sur les braises, hein, c'est-à-dire on voit la cendre et là on dit Hieyemou.
l'homme qui maîtrise bien ça, il va dire là, il y a le. Attention. En bas. Donc, moi, je crois que le problème, on rentre là, où les jeunes Africains, j'en fais partie, si je suis encore, même si je ne suis pas jeune, j'ai 70 ans aujourd'hui, j'ai 70 ans, 5 mois. Coulé, pratiquement. Ce n'est pas qu'on dit que j'ai eu un an de plus. Moi, j'ai dit j'ai 70 ans, 5 mois. Donc, à 70 ans, 5 mois, je dois quand même dire des choses telles que je les convois. Si moi, je pouvais, je partais aider la Russie à être protégée autour de ses frontières par une neutralisation d'une armée d'un pays que les Occidentaux veulent armer. La preuve, ils ont armé, ils arment encore. On ne peut pas dire qu'on négocie et qu'on veut ceci. Et que chaque fois que l'Amérique veut parler, on insulte Poutine. Chaque fois que l'Est veut parler, on insulte. On méprise. Non. La Russie a dit que je ne veux pas entendre parler des gens qui s'engagent dans cette guerre-là. Envoyez les armes comme vous voulez. Mais si un jour j'entends que vous êtes là, vous allez me voir. Qu'ils aillent alors. Ils sont venus détruire Kadhafi ici et la Libye. Et aujourd'hui, vous voyez l'Afrique, par rapport au fait que Kadhafi n'est plus là et la Libye n'est plus là. Ce que vous voyez là, on parlait de Boko Haram, on parlait c'est la Libye. Et ça venait sous nos yeux. Mais Poutine n'était pas là, en Russie. Il n'était pas chef d'État, il était Premier ministre à l'époque quand on bombardait la Libye. Non, mais l'autre qui était là, c'était qui? C'était lui. Medvedev. Bon, donc il n'était pas venu bombarder la Libye, vous voulez dire. Oui. Donc, tout ceci rempli, nous savons que les seules personnes qui sont hégémonistes aujourd'hui, par le monde, c'est l'Amérique. Je dis c'est l'Amérique. Et une puissance impérialiste. Oui, ça, regardez, depuis qu'on parle de la bombe atomique, et ils en parlent beaucoup aujourd'hui, qui a utilisé ça au monde? C'est eux qui ont utilisé ça, les seuls à avoir utilisé 2 bombes. Bon, si c'est eux qui étaient la Chine, l'URSS aujourd'hui, la Russie aujourd'hui, ils auraient déjà utilisé ça. Les Américains n'aiment pas quand on leur dit non. On dit on écrase. On dit on va écraser. Vous allez écraser comment? Vous allez écraser qui? Donc nous devons revenir sur la logique normale, sur le raisonnement, sur les conséquences des actions que les gens posent. Aujourd'hui, on vous dit que la Russie et l'Union et l'Ukraine sont les premiers producteurs mondiaux du blé. Et que les Africains vont mourir. Nous ne pouvons pas mourir si on avait... On peut mourir mais aujourd'hui parce que nous attendons que c'est le porc qui nous nourrisse. Nos présidents ont décidé que c'est le porc. Mécaniser l'agriculture. Oui, nos présidents ont décidé que c'est les bateaux qui vont nous nourrir. Mais si on prend le Cameroun, le cas du Cameroun, vous voyez les terres? Les terres sont partout, même si ce n'est pas l'agriculture. Si on aide les gens à utiliser la houe et à permettre aux gens d'être nombreux derrière les houes, on peut nourrir le monde. Ah oui. Donc, moi je crois qu'il faut que, face à cette situation comme celle-là, que les Africains aient leur manière de voir les choses et exposent ça. Pas que... Vous pensez comme Nelson Mandela qui avait, en répondant à un journaliste américain, disait vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Je suis d'accord avec ça. On regarde les choses autrement, on a nos intérêts. Le Oumiobe ici a dit que l'UPC fait la politique de l'UPC. Donc, si l'UPC fait la politique de l'UPC, ça veut dire que le Cameroun fait la politique du Cameroun. Vous êtes militant de l'UPC? Oui. Quelle tendance? Oh là là, c'est vous qui parlez de tendance. Mais parce qu'on a tellement de UPC. Non, on n'a pas tellement de l'UPC. Le pouvoir a décidé qu'il y ait des UPC que le pouvoir lui-même crée. La preuve, vous êtes jeune, il faut pas vous amuser avec le pouvoir là. Dernièrement, on a nommé un secrétaire général d'un parti de l'UPC, non? C'est quelle loi? Où on nomme, où l'administration nomme? C'est quelle loi, dites-moi? Vous connaissez les lois, non? C'est pas à moi de répondre à cette question. Non, mais vous devez répondre parce que vous avez des combattants. Moi, je pose des questions, vous répondez aux questions tout simplement. Vous avez de quelle tendance, donc? Je ne suis pas d'une tendance. Je suis de l'UPC. Mon père était de l'UPC. S'il entend aujourd'hui que je suis dans une tendance, il ne comprendra jamais. Je suis dans l'UPC que Oumar Laissé, créé en 48. Qui est votre secrétaire général? Comment? Qui est le secrétaire général du UPC? À l'heure actuelle? Oui. Vous voulez partir de ça pour dire que c'est la tendance telle. J'attends de tel secrétaire général, tel secrétaire, je ne suis pas dans ce débat. Je suis dans le débat. Je travaille pour la refondation de l'UPC. Vous comprenez? Si les militants de l'UPC me font confiance, comme je pense qu'ils peuvent me faire confiance, on va refonder l'UPC sur la base du militantisme à la base. Voilà, le combattant, est-ce que vous pensez comme d'autres élites et intellectuels Bassa qui pensent qu'il faut une région Bassa? Je ne suis pas dans la régionalisation par les termes Bassa, par les tribus. Je suis dans une logique de régionalisation par la culture.
par exemple, hein, au cas où on voudrait que les gens soient en harmonie avec ce qu'ils sont depuis leurs ancêtres, c'est comme ça. Mais vous parlez pratiquement de la même chose, vous dites la même chose. Non, je ne dis pas la même chose. Quelle est la différence? La différence est que vous parlez dans la zone Bassa, par exemple, où je suis. Certains disent que les Bassas sont un peu éparpillés dans le centre, dans le littoral, dans le sud. C'est exprès. Oui. Ce n'est pas éparpillé qu'ils se sont éparpillés. Non, on les a éparpillés exprès. Pourquoi on les a éparpillés? Parce que ce n'est pas les gens qui sont là. Hein. C'est la France. C'est le pouvoir Odjoula qui a laissé cette programmation. Il ne faut pas laisser les Bassas se réunir. Hein. Donc, si c'est ça, si Oumiobe avait accepté ça, vous voyez, la zone Bassa serait aujourd'hui comme le Lesotho en Afrique du Sud. Un point comme ça. Le Lesotho, c'est un pays indépendant, hein, mais à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Et c'est ce que les Français voulaient faire ici. Ils avaient proposé à Oumiobe que, bon, votre peuple Bassa, hein, ta région est suffisamment avancée politiquement parlant, donc on peut laisser l'indépendance là-bas. Et que les autres, on va voir, ils vont évoluer. Hein? On m'a dit non. Donc, et vous dites non aujourd'hui? Vous dites oui, puis il faut régionaliser ce peuple? Non, je ne voudrais pas qu'on régionalise le peuple Bassa comme on a régionalisé lequel? L'Ouest, non. Comme on a régionalisé lequel? Le centre, non. Comme on a régionalisé lequel? Parce que dans le centre, il y a plusieurs. Je voudrais qu'on régionalise par la culture. Si c'est par la culture, ça veut dire Bassa, alors... Il faut repenser ces découpages. Il faut repenser ces découpages. Pas le découpage. Il faut refonder le Cameroun. Je suis pour la refondation du Cameroun. Et je suis très, très heureux aujourd'hui parce que j'entends ça en Afrique de l'Ouest où on parle de la refondation. Hein? Depuis 2000, hein, je parle de la refondation ici. J'ai dit, la refondation de quoi? Il faut refonder les institutions du Cameroun par un conclave souverain. Il faut avoir 17 ministères, comme vous avez pensé à l'époque. Ça peut même être moins aujourd'hui. Moins combien? Selon vous, combien de ministères? Une vingtaine. Une vingtaine, donc oui. Plus 3. Plus 3. Oui, mais vous avez évolué en nombre. Pas en nombre pour rien. La démographie qui avait à l'époque où je parlais de 18 ministères, hein, les gens ont augmenté, non? Je vais citer quelques noms. Le combattant Boamasso, vous allez les noter sur 10. Maurice Kamto. Vous allez les citer en fonction de la politique ou bien je simplement? Je cite les noms, simplement. Je ne voudrais pas que vous arrêtiez en politique, hein? Non, je cite les noms. C'est pas vous. Je suis d'accord avec ça. C'est pas vous qui posez des questions. Je pose des questions. Vous pouvez répondre ou pas. Le combattant, vous pouvez dire non, je ne réponds pas à une question. Et non, me diriger, me demander de poser comme vous voulez. Voici ce que moi je suis en train de vous dire à ce niveau-là. Je connais ça. Je voudrais que vous ne vous en teniez pas seulement au problème politique. Parce que je ne dis pas ça. Le combattant Boamasso, je reprécise. Je vais citer quelques noms, vous allez les noter sur 10. J'ai commencé par Maurice Kamto. Et pourquoi vous avez commencé par Maurice Kamto? Parce que j'ai commencé par Maurice Kamto. Très bien. Sur 10. Hein? La 4. Pourquoi? Je refuse de répondre. Parce vous refusez de répondre. Vous m'avez dit, vous m'avez dit c'est pas grave. Okay, John Frundi. John Frundi. 6. Vous ne répondez pas toujours. Non. Pourquoi vous donnez la note 6? Paul Biya. 2. Pas d'explication toujours? Non. Non. Vous regardez le football? Vous vous intéressez au sport? J'étais même un très fin footballeur à l'époque. C'est vrai. Vous jouez où? Je ne jouais pas dans un club. Ok, au quartier? Pas au quartier. J'étais à l'école primaire que je jouais beaucoup. Hein? J'étais un très bon gardien. Vous avez regardé le dernier match de Lyon? Quand les Lions jouent, je peux regarder. Vous pouvez regarder ou vous avez regardé? Celui-ci, j'ai regardé. Okay. C'est vrai qu'on a coupé la lumière dans ma zone, donc je ne pouvais même pas finir ça. Notez donc Samuel Eto'o sur 10. Samuel Eto'o. 7 sur 10. Vous pouvez expliquer au moins? Non. Non, toujours. Oui. Ok, c'était un plaisir de vous avoir sur Polémique ce jour, le combattant Boamasso. Je vous remercie de m'avoir invité encore à poser. Je ne sais pas si c'est Polémique parce que j'avais déjà été ici. Mais non, je crois que j'ai déjà été à plus d'une émission à LTM. Je vous remercie de m'inviter souvent. Mais il y a seulement qu'il y a des moments où on m'invite, je ne vais pas. Pourquoi? Parce que dans certains plateaux, on part commenter l'actualité. Hein? J'ai un Cameroun dans ma tête que je voudrais exposer. Si vous m'invitez ici un jour à Polémicos, qu'on n'aille pas dans ailleurs, vous me dites, combattant Boamasso, expliquez-nous, dites-nous
quel Cameroun que vous voulez, vraiment, vous serez pas déçus. Vous avez expliqué quelque chose. Non, nous allons organiser d'autres émissions. Oui, nous allons organiser d'autres émissions pour que vous expliquiez le Cameroun que vous pensez. Oh là là, je serai très content. Thank you so very much. And I want to announce to you this very important information. You watched La Télévision du Monde from Thursday. We have a new program schedule, and we air also our programs direct from Yaoundé. From yesterday, Thursday, you watched Jason Black and the crew in Yaoundé. They did a formidable job, and that is how it's going to continue. Some other programs will be shot in Yaoundé and aired from Yaoundé. I want to say special thank you and congratulations to the CEO of La Télévision du Monde, the group LTM RTM, in the person of Dinali, Madame Mat Ngoha, épouse Dikongo. Gael was here with the slot intimity. We had Sammy at the other end, the broadcast end, Lionel behind the cameras, and the program was directed today by Ramses. Ladies and gentlemen, stay glued on other programs on La Télévision du Monde. From us to you, from me to you, it's bye-bye. Con